Les amis, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une petite FAQ. On va profiter de cette trêve pour que je réponde à vos questions. J'en ai sélectionné 10. Merci beaucoup d'avoir participé. Franchement, vous assurez grave, je suis trop fier de vous. On commence maintenant. Première question, mesdames et messieurs, on rentre dans le vif du sujet. De Khalid Oufal qui me demande: le niveau de Lewandowski te fait-il peur pour la fin de saison? Bah, si tu suis bien ma chaîne, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que le niveau de Lewandowski, il me fait peur. Vraiment, c'est dur, c'est terrifiant des fois Lewandowski. Alors bien évidemment, il y a toujours le délire de il est Pichichi, les meilleurs buteurs de Liga. Encore une fois, c'est lui qui met le but super important contre l'Atlético Madrid pour qu'on puisse revenir. Le 2-1, il change tout. Même Koundé en a parlé en conférence de presse d'après-match. Ce but-là, il permet au Barça de se relancer dans une période où tu te dis à 20 minutes de la fin, c'est impossible que le Barça aille chercher une victoire. Donc ce but, il est super important. Mais si on revient à ce qui se passe avant, à la 44e minute de jeu, où il doit marquer, parce que c'est son rôle de marquer l'occasion qu'il a, et qu'ensuite l'Atlético marque son premier but, tu peux aussi dire que Lewandowski n'a pas été décisif. Et le problème de Lewandowski, c'est qu'encore une fois, en plus de ne pas être assez décisif selon moi par rapport à toutes les occasions que ses partenaires créent pour lui, dans le jeu, c'est un poids pour l'équipe et il est très lent. Maintenant, c'est un joueur de mon équipe. Maintenant, je sais que ce numéro 9, il y a très peu de chances qu'il bouge. Je pense que Flick ne le mettra pas de côté. Je pense que Flick ne le mettra pas sur le banc parce que c'est un poids, parce que c'est une expérience, parce que c'est un joueur qui a un historique. Donc, il faut lui donner de la force. C'est difficile, hein, parce que quand je commente les matchs, j'en peux plus de lui. Vraiment, j'en peux plus. Mais on va devoir faire confiance un petit peu en Lewandowski, même si oui, son niveau, il m'inquiète. Deuxième question qui rejoint un petit peu la première, cette fois-ci de Bessou qui me parle de Ferran. Ferran ne mérite-t-il pas des titulaires même si sa finition reste à désirer? Je pense que le problème du Barça est que l'avancante n'est pas assez mobile. Bien évidemment qu'il y a une question de mobilité et cette question elle est très intéressante par rapport à ça. Maintenant ça dépend ce que veut Flick. Parce que peut-être que Flick justement il veut un point de fixation et pas forcément quelqu'un d'ultra mobile. Peut-être qu'à certains moments mettre même un Dani Olmo en tant que faux numéro 9, ça sera intéressant. Comme je viens de le dire dans la question précédente, je vois pas Lewandowski ne plus être titulaire. Même si des fois hein, j'aimerais vraiment qu'il soit sur le banc et qu'il reste tout le match sur le banc, que ce soit un Dani Olmo ou un Ferran Torres qui prenne sa place. Mais j'ai du mal à le voir. Maintenant, ce qui est bien, ce qui est positif, c'est que enfin les gens, ils vont commencer à respecter Ferran Torres. Ferran Torres, oui, précédemment, ces saisons d'avant, ça a été compliqué pour le Barça. Oui, Ferran Torres, je pense qu'intrinsèquement, il n'a pas le niveau pour être un titulaire du FC Barcelone. Mais il s'est pris tellement de critiques, alors que sur cette saison, juste cette saison, à chaque fois qu'il est rentré en jeu, à chaque fois qu'il a été titulaire, il a été intéressant. Au même titre qu'Eric Garcia, ce sont des mal-aimés. Par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé, les gens ont des idées d'eux qui sont préconçues. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de progresser. Ah, ils ont été mauvais dans le passé, Eric Garcia, Ferran Torres, c'est fini pour eux. Bah non, si cette saison ils sont bons, si cette saison ils apportent dans la rotation, ayons confiance en eux. Essayons de penser à eux des fois dans des matchs titulaires, en sortie de banc. Essayons de plus leur donner de la confiance car ils le méritent. Donc bravo Ferran Torres et merci pour tout ce que tu as apporté au Barça cette année. Troisième question, mesdames et messieurs, on change un petit peu de sujet. Chérif Diallo qui me demande: c'est qui ton ballon d'or côté Barça? La question à 10 000 €, bien évidemment. Ceux qui me connaissent très bien, vous connaissez mon avis sur le ballon d'or. Mais si je devais en désigner un, moi, ça serait Pedri. Vous l'avez certainement deviné, hein, si vous me connaissez. Ma sensibilité footballistique, elle parle pour ce type de joueur. Bien évidemment, je ne dis pas du tout qu'un Rafinha ne le démérite pas. Mais voilà, moi je suis plus Team Pedri. Pour moi, c'est ça le football. C'est-à-dire que les stats, j'en ai rien à cirer. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quel joueur va me faire lever de mon fauteuil. Quel joueur je vois faire des choses que les autres ne font pas. Et depuis le début de la saison, Pedri fait des choses qui sont fantastiques. Voilà, et moi, c'est cette fibre-là, c'est cette fibre Xavi, cette fibre Iniesta qui me fait rêver au FC Barcelone. Et bravo à Rafinha parce que c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Mais moi, ma sensibilité, et je pense que chacun a la sienne, je pense pas qu'il y ait une réponse type, c'est ça qui est aussi intéressant avec le ballon d'or, elle va plus pour Pedri. Alors maintenant, concernant le ballon d'or, on est loin d'être sur un classement définitif. Là, il y a des quarts de finale de LDC, il va y avoir des demi, peut-être des finales. C'est des rendez-vous très importants. La Liga n'est pas encore jouée. Bien évidemment que tout ça va se jouer dans ces moments très importants. Là, on ne peut pas du tout le désigner pour l'instant. Il y a trop de choses, trop de matchs importants qui vont arriver pour être catégorique sur le ballon d'or à l'heure actuelle. Mais oui, ma sensibilité footballistique, elle va plus pour Pedri. Quatrième question, mesdames et messieurs, après avoir parlé du ballon d'or, on parle du mercato, on me demande Gyökeres ou Alvarez, lequel je préfère et pourquoi. Alors je ne répondrai pas à cette question parce que comme vous le savez, on a une série sur la chaîne, la série Virtual Mercato. Les deux premiers épisodes sont sortis sur le gardien et sur les latéraux. Le prochain arrive très bientôt avec une nouvelle collaboration. Et le dernier, normalement l'épisode 4, devrait répondre à cette question du numéro 9 avec encore un nouvel invité. Donc je vous invite à voir cette vidéo où je donnerai mon avis sur ces joueurs-ci.
Question maintenant qui m'a été posée sur mon Instagram, une question de Lafrit Catalane que vous connaissez très bien sur la chaîne qui me demande quel est mon niveau footballistique. Ben écoute mon cher Lafrit, on en a déjà parlé en MP, en privé, tu vois Sergio Busquets, bah c'est un petit peu mon niveau. Non, mais loin de là, j'ai pas du tout un niveau assez fort au football pour en pratiquer régulièrement. J'ai fait qu'un an de club en football. Mais si je devais donner un petit style, c'est un joueur qui est pas rapide, c'est un joueur qui est pas virtuose, mais c'est plutôt un mec, voilà, je vais me situer un peu dans l'axe du terrain, je vais être un petit peu lent, mais j'aurai peut-être le petit coup d'œil et à un moment, il y a une petite passe qui peut sortir du pied droit. Voilà, on va pas chercher plus loin, mais voici un petit peu mon niveau footballistique en résumé. Sixième question de Moès qui me demande comment fait-on si on veut faire opposer Yamal et Rafinha. Lamine Yamal, hein. On dit Lamine Yamal, on ne dit pas que Yamal. Notamment avec l'enchaînement d'enfer qu'on aura après la trêve. Ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. Et voilà pourquoi en début de saison, je vous prenais la tête avec la rotation. Je vous disais, mais il faut faire souffler, parce qu'il y a des joueurs qui vont peut-être pas enchaîner toute la saison comme ça. Et là, on parle d'un gamin de 17 ans, Lamine Yamal, qui va devoir enchaîner je sais pas combien de matchs. Et là, venez me dire, dans les moments cruciaux qui vont arriver, qu'on doit mettre Lamine Yamal sur le banc. C'est quasiment impossible maintenant de s'en séparer. Et pareil pour Rafinha, ils sont trop importants dans l'effectif. Donc contre Osasuna, ça va arriver le 27 mars, Rafinha sera pas présent, parce qu'il sera encore avec la sélection du Brésil. Mais pour Lamine Yamal, quel moment on va le faire souffler? Tous les matchs en Liga, ils vont être importants. Parce qu'on sera col-col avec le Real Madrid ou l'Atlético Madrid. Tous les matchs en Coupe du Roi, ils vont être importants. Tous les matchs en Ligue des Champions, ils vont être importants. Quel match tu prends Lamine Yamal, tu le mets sur le banc maintenant? Force au Barça. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous prenais la tête en début de saison. Parce que je vous disais, il faut peut-être les reposer pour la fin de saison, où là, ce sera super important de les mettre titulaires. Et c'est très compliqué. Et on croise les doigts pour pas que ça casse. Septième question très intéressante d'Alassane qui me dit « Ne trouves-tu pas que le côté de Koundé et Yamal, Lamine Yamal encore une fois, a été très vulnérable défensivement? Attention là-bas pour les prochains matchs. » En effet, c'est vrai qu'on remarque que ce côté est un petit peu plus en difficulté. Koundé peut-être aussi commence un petit peu à être fatigué, ce qui est totalement logique puisqu'il joue tous les matchs au FC Barcelone. Et surtout, j'ai l'impression que c'est le côté dans lequel on va être le plus actif, le côté droit. Koundé, Lamine Yamal, c'est là où réellement dans le couloir il va se passer des choses. Parce que de l'autre côté, il n'y a que Baldé dans le couloir gauche. Baldé est présent, Baldé met de l'activité, mais il n'y a pas une aussi grosse présence que vraiment Lamine Yamal, Koundé. Et souvent, Koundé, en plus, il dédouble avec Lamine Yamal, il se projette. Du coup, l'adversaire, il sait quand il va attaquer, qu'il peut attaquer dans une zone où il y aura un petit peu moins de monde. Après, l'autre question, c'est peut-être se dire, ouais, Lamine Yamal a besoin un tout petit peu de venir défendre, mais Lamine Yamal, on l'a vu plein de fois, il venait défendre, il faisait des tacs, des super gestes défensifs. Maintenant, peut-être qu'il doit le faire plus. Mais encore une fois, Lamine Yamal a 17 ans. Avoir le coffre pour venir défendre et ensuite derrière avoir la lucidité de faire les dribbles qu'il fait, c'est ça qui est compliqué. C'est se dire, ok, il va mettre de l'énergie à revenir défendre, mais derrière, il n'aura peut-être pas l'énergie pour attaquer. Et peut-être que c'est plus important pour Lamine Yamal d'avoir de l'énergie pour attaquer, tout en continuant à défendre. Hein. Faut pas non plus faire le Kylian Mbappé et rester totalement tout devant et ne rien faire. Mais ça, Lamine Yamal, selon moi, il le fait. Parce que Lamine Yamal fait le pressing avec Rafinha, généralement sur les deux défenseurs centraux adverses. Il fait pas le pressing sur le couloir, ce qui est totalement différent. Mais oui, ça peut être une zone d'inquiétude, et il faut être vigilant par rapport à ça. Huitième question, une nouvelle fois sur Instagram, de Merveille qui me demande est-ce que j'ai peur pour l'absence de Casado du côté du FC Barcelone. J'en ai parlé dans la vidéo actu qui est sortie hier. C'est sûr que c'est pas ouf. Comme je l'ai dit dans la vidéo, Casado il est passé derrière Frenkie de Jong dans la hiérarchie. Du coup, bon, ça encore, ça peut nous rassurer. Eric Garcia montre qu'à chaque fois qu'il rentre en tant que numéro 6, il fait des bonnes performances. Donc ça aussi, ça nous permet un tout petit peu de se rassurer. Mais à partir du moment où il y aura peut-être une autre blessure, si Frenkie de Jong n'arrive pas à assurer que Frenkie de Jong, qui on connaît, peut avoir des pépins physiques, il lui arrive une blessure. Là, ça devient tout de suite plus compliqué parce que là, il faut faire enchaîner tout le temps titulaire Eric Garcia. Si Eric Garcia se blesse, tu mets qui d'autre en backup pour Frenkie de Jong? Là, ça devient aussi tout de suite compliqué. Et surtout, encore une fois, que Casado, il l'a porté quand il jouait pour le FC Barcelone, à part son dernier match contre l'Atlético Madrid. Mais sinon, sur toute la saison, ça a été un joueur fiable. Et c'est ça qui est difficile. Et surtout, encore une fois, que là, on va avoir des matchs tous les 3-4 jours, ça va s'enchaîner. Il va falloir à un moment faire souffler des gens. Donc oui, la blessure de Casado, elle risque de coûter quand même un peu au Barça. Neuvième et avant-dernière question, de Alassane, une nouvelle fois, qui me demande « Ne trouves-tu pas que Flick a bien fait de changer le système de jeu en balançant les ballons dans leur surface de réparation, ce qui nous a permis de contourner leur bloc ?» Alors, bien évidemment, hein, on peut se dire « Oui, Flick a fait la bonne stratégie, a fait le bon système ». Selon moi, ce qui s'est passé dans les 20 dernières minutes face à l'Atlético Madrid, ça ne reste que mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. C'est ce que j'appelle du hurrah football. C'est-à-dire qu'à un moment où tu es désespéré dans le football, ce que tu fais, c'est que tu mets des attaquants, tu mets qui tu peux, tu mets des gens qui ont peut-être de l'énergie, qui vont réussir à t'insuffler un second souffle pour ton équipe. Mais t'as plus trop de tactique, quoi. C'est en mode, bon, on va en mettre et peut-être à travers un centre, ça va le faire. Donc, vous dire tout de suite, Flick, c'est un génie d'avoir fait ce qu'il a fait.
Je sais pas par rapport au système. Par rapport au changement, oui. Parce qu'avoir mis Eric Garcia, il faut le faire. Avoir mis Gérard Martin, il faut le faire. Avoir mis Ferran Torres, il faut le faire. Ça, c'est des gros changements. On peut applaudir Flick pour ça. Maintenant, dans l'animation, à la fin du match, on envoie des ballons comme ça au hasard dans la surface. Pour moi, c'est pas quelque chose sur lequel il faut perdurer. En tout cas, ça, c'est pas mon football du tout. Voilà, là, c'est arrivé parce qu'on était mené de 2 buts. C'était un cas de crise. Mais sinon, normalement, des buts, on ne doit pas les mettre comme ça. On doit construire nos actions. Ça ne doit pas être hurrah football H24. En tout cas, c'est ma pensée. 10e et dernière question que j'adore, de Le Blaugrana Rusé qui me demande selon toi, qu'est-ce qui manque au Barça pour atteindre les plus hauts sommets et terroriser l'Europe? Plein de choses. En fait, ça dépend de votre conception un peu du football et qu'est-ce qu'il faut pour terroriser l'Europe. Selon moi, ma vision des choses, pour dire que le Barça sera un club de nouveau présent et qui a à nouveau à la grandeur, à la hauteur qu'il doit avoir, c'est quand le Barça sur plusieurs saisons fera peur à ses adversaires. C'est ça que j'attends du FC Barcelone, pour enfin dire, là c'est le retour du Barça. Parce que gagner sur une année, pour moi c'est pas assez. C'est comme par exemple un Chelsea quand ils vont gagner la Ligue des Champions une fois en random comme ça par exemple. Est-ce que pour autant, Chelsea il terrorise l'Europe les années précédentes? Non, Chelsea ça fait haut, bas, haut, bas, haut, bas. Bah, moi ce que je veux c'est que le Barça, s'il est le club qui prétend être, c'est faire peur tous les ans, comme on l'était, vous vous souvenez, au début des années 2010. Tous les ans, on faisait peur à tout le monde. Ça, c'est un Barça qui est en forme. Ça ne veut pas dire qu'on gagne tout, ça ne veut pas dire qu'on remporte la Ligue des Champions tous les ans. Ça veut dire que quand on nous affronte, on se dit « Ah ouais, là, c'est sérieux ». Mais ça, sur plusieurs années consécutives. Comme le Real Madrid. Quand vous affrontez le Real Madrid en Ligue des Champions, vous vous dites « Ah là, c'est sérieux ». Et bien, j'attends la même chose du FC Barcelone. Et à partir de ce moment-là, je pourrais vous dire le Barça est de retour sur les sommets européens. Parce qu'une saison, en vrai, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ça peut être de la surperformance, on n'en sait rien. Par contre, terroriser sur plusieurs années consécutives, là, ça veut réellement dire quelque chose. Voilà, mesdames et messieurs, c'était mes 10 réponses à 10 de vos questions. Une nouvelle fois, merci beaucoup pour avoir participé. J'en avais beaucoup plus que ça, donc je suis désolé si je ne les ai pas mises en avant. Voilà, il faut que je fasse des choix pour pas que la vidéo elle dure 40 minutes. Mais vraiment, un grand merci pour votre participation. Un grand merci aussi toujours d'être aussi sympathique en commentaire. Franchement, vous faites rêver l'équipe. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que ça fait toujours plaisir de la regarder jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.